Bon, oui, donc que se passe-t-il politiquement à cette époque? C'est-à-dire... Bon, disons que le mouvement est déclenché par la France qui veut absolument que, bon, Oumyobé se rallie. Bon, mais on ne rassure pas. On lui demande de faire le premier geste et le reste va suivre. Il dit non, c'est une duplicité. Je pose des conditions et c'est à cette époque qu'il sort donc les trois variantes. Bon, pour dire que si ceci est fait, ceci sera fait, etc. Il y a un livre qui s'appelle Les trois variantes que Oumyobé avait sorti et il disait que pour la détente de la crise morale et politique au Cameroun. Bon, comme je disais, bon, après que Oumyobé refusait donc de se rallier tant que les conditionnalités émises ne sont pas remplies. Bon, De Gaulle décide donc du renforcement militaire. Bon, l'action militaire devient donc vraiment indescriptible parce que je dis qu'il ne se passait de jour. Toute l'année 58, nous l'avons passé vraiment sous les arbres. À chaque fois, on venait détruire nos maquis. Bon. De manière que nous, dans notre maquis, où Oumyobé est mort, nous ne l'avons pas su. Nous le saurons lorsque Maï vient vers le 20 novembre, nous persuader de sortir. On lui dit, mais pourquoi? Il dit non, il faut qu'on sorte, vous savez, le leader est mort, il faut maintenant que nous engagions la période de réconciliation nationale. De manière qu'il y avait parmi nous des radicaux qui ce jour-là voulaient même faire du mal à Maï en disant qu'est-ce que c'est ça? Bon, on est resté donc étudier et en demandant à certaines personnes de l'extérieur, ils ont dit oui, il y a un vent de ralliement, beaucoup de gens se rallient depuis pratiquement fin septembre. Donc, Oumyobé était mort le 13 septembre, etc. Encore que là, je profite pour dire que lorsqu'on dit qu'on l'a fusillé au maquis, non. Oumyobé a été arrêté. Et ça, je le dis, mordicus. Oumyobé a été arrêté. L'autorité coloniale a demandé à Ahidjo ce qu'il en pensait. Bon, les nordistes très intelligents ont laissé la possibilité aux sudistes de décider. Ils ont créé un événement en disant ils ont un événement au nord, etc. Et tous sont partis, les Moussa Eya, à l'époque, etc. Ils ont donc laissé au Sopo, ils étaient une dizaine, les Assalés, tout ça, etc. Et on se souvient, ce que nous avons eu comme machin, c'est que seul le docteur Bélé Gaston, ex-ministre du Travail, avait dit avait suggéré à Sopo que est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que, bon, comme on l'a circoncis, on l'arrête, qu'on l'amène par exemple à Madagascar, on l'exile là-bas. Et Sopo lui dit que, il lui dit en Douala, ça ne va pas. Ce type-là, même en prison, nous on ne respirera pas. Et c'était donc le point de vue des assalés, de tout le monde. On a dit non, il faut qu'on le tue. Lorsque Ahidjo, de là où il était, leur demande, ils ont dit non, pour nous il faut, l'ordre donc sera donné. Et c'est pour cela que quand vous voyez les corps, il y a une nette différence entre les corps, parce que Oumyobé est mort entre le 11 et le 12. On l'a pas tué à bout portant comme
certains prétendent nous dire. Bon, bref, en ce qui nous concerne, bon, Maï Matip est venu donc nous faire sortir le 30 novembre 1958. Nous sommes sortis du côté de la rivière Ndoubé, qui est juste à quelques kilomètres de là où on mangeait du porc-épic, du gibier, hein, avant que Bouguebel aujourd'hui ne soit réputé. C'est là où Sombo, ça s'appelle Sombo. Bon, c'est là où nous sommes sortis et on nous a conduits donc à Djongkong, c'est-à-dire à 5 km de Bouguebel, où se trouvait donc le QJ de la ZOPAC, bon, où régnait le lieutenant-colonel Lamberton. C'est lui qui va nous recevoir et bon, nous allons y rester pendant un mois. Bon. Emprisonné. Disons que nous ne sommes pas dans les cellules. Bon, mais nous sommes dans la cour, etc. Nous sommes là, etc. Et puis, à un moment donné, on nous a dit, bon, vous pouvez aller dans les familles et puis venir chaque matin vous présenter. Comme ça, c'est cette gymnastique que nous avons faite avant que, bon, la situation ne soit décantée. Et Maï Matip a donc commencé ce qu'il a appelé la réconciliation nationale. Bon, c'est vrai que le déficit de communication faisait que les gens se doutaient que vous-même mort. Jusqu'à une période récente, les gens n'y croyaient pas. Bon. Et lui, Maï Matip, s'est substitué en Porol. On l'appelait Porol comme nous avons fait des tournées un peu partout. Et je te dis, il était très ovationné. Je me rappelle même que nous arrivions dans certains coins de brousse, c'est des gens qui cotisaient et qui leur donnaient. Alors qu'ils étaient déjà députés. Parce que quand nous sortions, bon, la France organise donc des élections partielles de la Sana Maritime. Parce que comme en 1956, lors de la loi cadre, bon, la Sana Maritime devenue meurtrière parce que les candidats de Langué et Mpuma étaient morts. Bon, on a laissé la circonscription de la Sana Maritime et on s'est dit qu'on organisera le moment venu les élections partielles. C'est ces élections-là, nous les avons donc, quand on les a programmées, nous nous sommes réunis ici à Douala et on a choisi des candidats. J'avoue que moi je m'étais considéré encore comme très jeune parce que tous mes camarades du maquis machin m'avaient choisi pour être député de la Sana Maritime. Bon, mais j'ai décliné et j'ai plutôt proposé deux personnes qui n'étaient pas des militants actifs, mais que Oumiobe appelait lutte unie sur tous les fronts. Il y avait par exemple le docteur Inak qui était à EDEA, qui vraiment s'était fait distinguer par son assistance médicale chaque fois qu'un compatriote était traqué, etc. Et il y avait Nongayom qui était également à Adibamba, il était professeur à Adibamba et bon, il militait tant bien que mal. Bon, on me l'avait également proposé, de manière que nous avons fait donc une liste de 4 personnes où il y avait Maï au moment où on le choisissait comme candidat, il était à l'ONU, il n'était pas là. Bon, il y avait lui, il y avait Bombaye Silas, il y avait Nongayom et il y avait Dr Inarjo Martin. Bon, après les élections, on a fait de moi le secrétaire de Nongayom, son secrétaire parlementaire, et j'étais entre lui et le docteur Inak, bien que le docteur Inak avait mon collègue et ami, mais lui n'avait pas fait le maquis, nommé Antoine. Donc on s'entendait bien, on les encadrait et bon. Jusqu'au jour où, bon, un jour le lieutenant-colonel, non, le colonel, je m'excuse,
dont le colonel Etobé, bon, était chargé des renseignements généraux. Bon, il vient me chercher en Bogada. Il me dit, mais je te cherche. Je dis, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu es venu m'arrêter? Il dit, non, toi aussi. Bon, on s'en va donc à son bureau et il m'amène chez le capitaine Agustini. Le capitaine Agustini et le commandant Bernard étaient donc du 2e bureau français, donc chargé des renseignements généraux. C'est eux qui vont me dire donc que, bon, nous sommes contents comme ça de te voir, nous te confions la mission, va dire à tes parlementaires que nous voulons les rencontrer à une date qui leur sera possible. Bon, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis venu donc dire au docteur Inac, parce qu'à l'époque nous habitions tous l'hôtel des députés. Je suis venu dire, on nous apportait seulement la nourriture à la maison, mais on habitait presque là-bas. Bon, c'est comme ça donc avec le représentant du gouvernement français. Bon, il y a une réunion qui va se tenir à Ezeka, juste à la case du père de feu Maïmati. Bon, où il y avait la délégation française représentée par le général Piloche, qui était résident à Brazzaville, chargé de l'AEF, le lieutenant-colonel Lamberton, qui était de la ZOPAC, donc à 5 km de Boumiébé. Il y avait le commandant Bernard et le capitaine Agustini, qui était le 2e bureau français. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait Maïmati, puis il y avait Nongayo.